Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore bonsoir. Bienvenue donc à notre émission Jacques Roger donc de Mar. Nous recevons donc un invité exceptionnel. Il s'agit du docteur Bogassako Gervais. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue donc sur Afrique 2050 Radio, la voix donc des peuples libres, des consciences éveillées et des vérités qu'on veut plus taire. Ce soir, nous recevons donc un homme debout dans un pays où d'autres ont choisi de s'engénoer. Un intellectuel engagé, un défenseur donc des droits humains, un acteur majeur donc de la société civile ivoirienne et désormais un exilé politique pour avoir osé non à l'injustice. Notre invité exceptionnel ce soir, Dr Bogassako Gervais, président de la FIDOP, la Fondation ivoirienne des droits de l'homme et de la vie politique. Il a dénoncé publiquement donc le quatrième mandat, contesté donc la liste électorale et appelé au respect donc des règles démocratiques. En réponse, il a été donc menacé, traqué, infiltré, mais pas réduit au silence ce soir. Depuis l'exil, il parle, il alerte, il résiste. Installez-vous, écoutez et partagez si vous voulez donc ce débat. Ceci n'est pas donc une simple émission, cher ami. C'est un acte de vérité. Bienvenue à vous, et docteur Boga Sako Gervais. Alors, on parlera beaucoup plus, le thème de notre émission, c'est donc dit la vérité en Côte d'Ivoire, entre devoirs et citoyens en exil forcé. Puis, nous allons parler donc du rôle de la société civile en démocratie. De façon ramassée, on nous pose la question, qu'est-ce qu'une société civile? La société civile, cher ami, désigne donc l'ensemble des organisations, groupes et des individus qui agissent donc dans l'espace public, en dehors donc de l'État, des partis politiques et des institutions militaires. Cela donc inclut notamment les ONG, les associations, les syndicats, les groupes des jeunes ou des femmes, des leaders communautaires ou religieux, les intellectuels engagés, les défenseurs donc des droits humains et même des citoyens organisés autour de causes sociales, politiques ou politiques. Alors, de façon générale, cher ami, quel est réellement le rôle de la société civile? Oui, la société civile peut aujourd'hui a le droit donc de critiquer les gouvernements. Elle a pour mission de surveiller les actions du pouvoir public, dénoncer donc les abus, les dérives et les injustices, proposer donc des solutions alternatives, protéger donc les droits fondamentaux, mais et entendre donc la voix donc des citoyens, en particulier donc les plus vulnérables ou fragilisés. Docteur Boga, comment allez-vous? Bonjour, cher ami Jacques Roger. Je vais très très bien par la grâce du divin. Je me porte très très bien. Merci beaucoup. Merci, frère. Voilà, vous êtes donc aux États-Unis. On reviendra tout à l'heure sur les circonstances de votre exil forcé tout à l'heure, docteur Bogadougou, Boga Sako. Nous allons rapidement on parle maintenant, si vous voulez, donc on va parler donc le combat de l'exil. Alors, docteur Boga Sako, vous êtes aujourd'hui en exil. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est réellement passé après votre conférence du 9 juin 2025? Écoutez, je ne saurais dire si c'est vraiment l'exil qui a commencé, mais je prierai le divin que ce soit le plus bref possible parce que la date constitutionnelle de l'élection présidentielle étant pour le 25 octobre, j'ose espérer que d'ici le 25 octobre, tout sera rentré dans l'ordre, que tous les candidats seront sur la liste du départ, que la CEI sera réformée pour jouer franc jeu et que tout se passera très bien de façon à ce que je ne puisse même pas faire 3 mois ou 4 mois et que je puisse regagner mon pays. Vous savez que j'ai tapé 10 ans d'exil récemment et je suis rentré d'exil le 9 juillet 2021, alors que j'étais parti de la Côte d'Ivoire
le 10 juin 2011. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que je sorte à nouveau du pays? Cher ami, je dois vous dire, je dois dire à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs de cette chaîne de Jacques Roger que j'étais à mille lieues de penser qu'une simple conférence de presse qui a été dite pour dénoncer, pour alerter, pour éviter à mon pays une autre crise post-électorale de plusieurs milliers de morts, une telle conférence allait m'emmener encore en exil. Vous pouvez écouter, réécouter la conférence. Je ne sais pas ce que j'ai pu dire pour que le matin du vendredi 13 juin, le directeur général de la police nationale lui-même m'envoie un post de cette conférence-là avec un propos menaçant dans lequel il était dit très clairement que ceux qui critiquent le pouvoir, là, ils le prendront à leur dépens et que la Côte d'Ivoire ne sera pas poutinisée. Donc, la poutinisation de la Côte d'Ivoire ne passera pas. Donc, quand même le patron de la police de Côte d'Ivoire m'envoie un tel message, je suis alerté. Je suis choqué. Il était 5h21, 5h du matin. Je venais à peine de finir ma prière matinale. Et donc, moi, je lui réponds, mais qu'est-ce que cela sous-entend? Qu'est-ce que je dois entendre par là? Au début, il a voulu écrire, il n'a pas écrit. Et puis, à 8h15, c'est monsieur le préfet de police d'Abidjan, là, qui m'appelle directement pour me demander de passer à ses bureaux pour que nous puissions parler même de la fameuse conférence de presse. Je lui demande, mais est-ce que c'est une convocation ou bien, voilà. Apparemment, c'était une invitation un peu du style amical pour que nous puissions parler. Mais vous savez, on peut berner quelqu'un, mais pas celui qui revient d'exil, et puis connaissant très bien ce régime, connaissant très bien ce pouvoir-là. Et donc, du coup, je lui ai dit que, bon, ben, comme je suis à Boaké pour mes enseignements, et comme nous sommes vendredi, je vais remonter sur Abidjan le dimanche, et que le lundi, je serai à ses bureaux. Cher ami et frère Jacques Roger, je suis croyant fondamentalement parce que avec tout ce qui nous est arrivé, si je suis encore en vie depuis le premier exil de 10 ans, je pense que le divin a sa main sur moi, je n'ai rien fait de mal. Et donc, c'est l'alerte que je venais de recevoir. À partir de ce moment-là, j'ai alerté mes amis, mes partenaires de la Côte d'Ivoire, de l'extérieur, pour que je puisse me retrouver aujourd'hui aux États-Unis. Je bénis le nom du divin. Et j'ai dit. Est-ce que vous aviez donc pressenti donc une menace aussi directe ou cela, disons, vous êtes Ah oui, ah oui, parce que je pense que dans votre émission, je me libère un peu franchement, parce que je n'ai pas voulu y aller, mais quand je vois aujourd'hui avec l'arrestation de M. Joël Nguessan, un très bon ami, même s'il est RHDP, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, parce il me respecte beaucoup, il a de l'admiration aussi pour moi, et donc j'ai vu son arrestation pour avoir dit pratiquement les mêmes choses pour avoir dénoncé l'exclusion, pratiquement, d'avoir dénoncé la même exclusion, excusez-moi, je crois que voilà, pour avoir dénoncé la même exclusion de cette élection-là, il s'est retrouvé carrément là arrêté. Aujourd'hui, on vient de le déférer à la MACA. Alors, moi, je voudrais. Oui, quand nous avons fini la conférence le 9 juin, mais j'ai vu le traitement qui en a été fait. Toutes les officines des cyberactivistes ont été alertées. Ils ont organisé des panels avec la conférence, me traitant de pyromane, me traitant de tout. Ce beau gars-là, si on le prend cette fois-ci, là, on va lui faire. Donc, les témoignages étaient là. Donc, tous mes amis en Côte d'Ivoire, surtout à l'extérieur, ont commencé à m'alerter. Et je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je devais me baser sur ces menaces qui pleuvaient pratiquement sur les réseaux sociaux pour fuir mon pays? Non. Mais c'est parce que les plus hautes autorités policières de mon pays m'ont alerté. Vous savez que je suis sous contrôle judiciaire. Donc, je fais très attention. Et quand je prends la parole, je suis toujours obligé de dire, je ne suis pas venu ici pour que les encagoulés me visitent. Je crois que c'était une prémonition. Donc, de toute façon, depuis que nous sommes rentrés dans cette phase de crise préélectorale, je suis pratiquement en alerte. On dort peu, on prie beaucoup et Dieu merci,
faut lire les signes. Aujourd'hui, là, cher ami Jacques Roger, je suis tellement heureux de parler avec vous. Je suis tellement heureux à travers vous de parler avec mes compatriotes parce que je vous assure que si ces gens-là m'avaient pris, peut-être que je ne serais plus de ce monde. Et donc, je bénis Dieu pour cela. Donc, j'avais senti quelques signes. C'est pour cela que quand les autorités policières se sont dévoilées, je n'ai pas hésité un seul instant. Et je crois que j'ai eu raison, parce que Joël Nguessan, là, c'était le porte-parole du RHDP. Hein. Je signale qu'il était le porte-parole du RHDP. S'ils l'ont fait à lui, à plus forte raison à moi, qui les ai tout le temps critiqués pendant 15 ans. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que, Maître Boga, docteur Boga, vous vous êtes auto-exilé, qu'en réalité, la menace n'était pas aussi réelle et visible? Que répondez-vous à cela? Mais moi, je pense que je n'ai pas envie de leur trouver un qualificatif. Eux, tout leur vœu, c'était qu'on me prenne. Ils disent ça parce que leur souhait n'a pas été exaucé. Ça n'a pas abouti, cher ami. Je les vois en train de... Ils sont en train de... C'est-à-dire, ils veulent minimiser la chose, ils veulent banaliser parce que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais ça ne peut pas marcher parce que je suis dans le vrai. Donc, je ne peux même pas trouver de raison à leur donner. Eux tous ne rêvaient que de cela. Celui-là, il parle trop. Mais combien de fois ne m'ont-ils pas dit, il a la grande gueule, et celui-là, etc. Mais parce que, regardez la société civile aujourd'hui. Et nous sommes muselés. Personne n'ose parler en Côte d'Ivoire. Nous sommes les quelques rares qui prenons le risque de continuer à dénoncer. Parce que Ouattara a muselé toute la société ivoirienne. Les partis politiques même sont muselés. Pour faire une simple petite marche, une dénonciation, il faut prier. C'est ça la Côte d'Ivoire de Ouattara. Donc, ceux qui. Ça dit qu'ils se mordent les doigts parce que je suis venu dans un pays de droits de l'homme. Je suis dans un pays sécurisé. Et ce que je leur. Oui, tout à fait. Dans une autocratie en ce moment? Ah oui, écoutez, dans une démocratie, les trois pouvoirs doivent cohabiter séparément. C'est ce que dit la démocratie. Mais le Parlement est dans la poche du président. Le pays fonctionne sur la base des ordonnances. Est-ce que vous pouvez imaginer, monsieur, mon cher ami Jacques Roger, que le code électoral, qui est l'instrument qui organise l'élection, il a été adopté sur la base d'une ordonnance. Oh, le code électoral, là, au moins faisons semblant de le faire adopter par les parlements. Mais ce n'est pas ordonnance. Or, moi, je caricature pour que nos compatriotes comprennent bien, parce qu'on n'est pas tous forcément allés à l'école, très loin. Ordonnance, là, ça veut dire j'ordonne. Le président ordonne. Il donne l'ordre que l'élection doit se passer comme ça. Il donne l'ordre qu'on doit faire le parrainage. Il donne l'ordre qu'on doit payer 50 millions. Il donne l'ordre. C'est lui qui décide. Dans un état de droit, dans une démocratie, ce n'est pas le président qui doit... Sur ces questions aussi sensibles, c'est le peuple qui doit se prononcer. Même si le peuple est majoritairement acquis à ta cause avec tes députés, mais fais semblant quand même de respecter les canaux, les canevas de la démocratie. Donc, le mot autocratie n'est pas faux. Quand tout fonctionne selon le bon vouloir du prince, du roi, du guide, quand vous le critiquez, on vous visite. Quand vous dénoncez, on vous visite. Ce n'est pas une démocratie. Donc, moi, je bénis plutôt Dieu de m'avoir fait sortir du pays, mais vous ne pouvez pas imaginer. C'est pourquoi je parle c'est une sortie miraculeuse. Vous ne pouvez pas imaginer. Et ils parlent, mais ils savent pas ce que j'ai traversé. Ils auraient aimé qu'on me prenne et qu'on dise, il n'a qu'à parler maintenant. C'est la même qui il n'a qu'à parler maintenant. Ils vont te torturer. Ils vont te donner à manger ce qu'ils veulent pour que tu crèves et que tu trépasses. Moi, le Dieu que je sers, pour qui je milite pour les droits de l'homme, parce que c'est lui ma référence, il ne m'a pas dit cela. Il ne m'a pas dit cela. Il est toujours là pour me protéger. Tant que je ferai la mission pour laquelle il m'a mis en mission, pour laquelle il m'a créé. Parce que je rappelle toujours, les gens oublient. La fille d'Op, je l'ai créée en référent d'Israël. Donc je veux dire, quelque part, c'est la mission qu'il m'a confiée. Et je l'accomplirai jusqu'à la fin de ma vie. Alors, que ressentez-vous réellement aujourd'hui, hein, en tant que citoyen et défenseur donc, des droits humains, contraint à fuir, hein, votre propre pays?
je ne sais pas si je dois être, je dois m'ouvrir un peu. C'est vrai que c'est intime, mais dans l'avion, j'ai versé quelques larmes quand même. Parce que je me dis, Mhm. ça fait 2 fois. La première fois, j'ai tapé 10 ans, loin de mes enfants. Aujourd'hui, combien de temps vais-je encore passer? Mais, et puis surtout, ce qui fait mal, c'est que mon pays, mes ancêtres ont dans leur sang l'hospitalité. Notre pays a été ouvert depuis le premier président. Nous, il a continué parce que ce n'est pas Oufoué qui nous a inculqué cela. Oufoué, il a fait le constat que dans les peuples qui se sont retrouvés sur la Côte d'Ivoire, là, ce sont des gens, dans leur tradition, dans leur coutume, l'étranger est roi. Moi, depuis que je suis bébé, mes parents ont mis cela dans ma tête. Et je me rappelle encore, quand nous étions gamins, quand l'étranger arrivait, c'est là que maman sortait les plus belles assiettes. Parce que l'étranger est toujours roi dans notre pays. Mais ce n'est pas parce que j'étais accueilli royalement, j'étais intégré dans mon pays, que tu vas trier toi-même pour décider de qui n'est pas ivoirien, qui est ivoirien. Donc c'est ça que j'ai ressenti. Ce que nous avons pris comme des frères dans notre pays. Quand vous parlez comme ça, on dit les xénophobes. Non, ce n'est pas de la xénophobie. C'est de la douleur de l'ivoirien que je suis en train de parler. Nos parents nous ont éduqués à aimer. J'ai dit, j'ai grandi avec des frères béninois, togolais. Je ne savais même pas de quelle nationalité ils étaient. C'est quand M. Ouattara a introduit cette affaire des cartes de séjour-là que mes propres amis d'enfance ont commencé à prendre un peu de distance. C'est là parce que j'ai vu qu'on n'était pas les mêmes. Et pourtant, on a grandi comme ça dans notre pays. J'ai eu mal dans l'avion de savoir que pour une autre fois encore, je pars de mon pays. Parce que ceux qui sont devenus plus ivoiriens que nous chassent de notre propre pays. J'aimerais donner cette caricature-là. Et c'est la douleur que j'ai ressentie. Donc oui, j'ai eu très très mal. Et j'ai très mal. Mais je bénis Dieu. Mhm. Parce que ce pays a une bénédiction, a une grâce. C'est le pays où tout prospère. L'étranger est bienvenu. Mais attention, Mhm. la Côte d'Ivoire de demain, elle va changer. Mhm. Mhm. Et je m'arrête là. Donc, docteur Bogart, est-ce que ce n'est pas aussi un peu de votre faute aujourd'hui? Une bonne partie de la population ivoirienne ne connaît vraiment pas le rôle de la société civile. On dit, ah oui, docteur Bogart n'avait pas du tout le droit de se mêler de la politique ou bien de critiquer le parti au pouvoir. Est-ce que vous ne pensez pas que vous n'avez pas encore réussi votre mission à faire comprendre aux Ivoiriens réellement le rôle de la société civile? Euh, Merci de poser la question. Oui, je suis d'accord avec toi, cher ami et frère, mais ne m'attribue pas la faute. Je ne suis pas gouvernant. Je ne suis pas au pouvoir. Je ne suis qu'un fonctionnaire enseignant à l'université et défenseur des droits de l'homme. Dans les principes universels, c'est à l'État qu'il revient d'éduquer les citoyens. L'État doit... Parce que quand les juristes disent nul n'est censé ignorer la loi, c'est parce que dans la société, l'État a l'obligation d'éduquer le peuple, de lui faire connaître la loi avant que la loi ne le frappe. Donc, la mission d'éducation, là, je me la donne aussi, mais subsidiairement, en complément de ce que doit faire l'État. Donc oui, cher ami, et même toi-même qui me reçois, en posant cette question-là, tu participes aussi à l'éducation de notre population. Cher ami, regarde on a été colonisé, on est indépendant il y a juste une soixantaine d'années. Les Ivoiriens de demain, mais ils seront trop éclairés. Parce que la politique telle que nous la vivons aujourd'hui, elle nous éduque, elle nous forme. Et donc, oui, nos populations font l'amalgame. Mais un défenseur des droits de l'homme, c'est quelqu'un qui critique le gouvernant. Parce que je dois dire à mes parents que le gouvernant, là, l'argent qu'il prend pour gouverner, là, ce n'est pas son argent. On prend ça sur le cacao, on prend sur l'anacarde, on prend sur le salaire des fonctionnaires, et puis on met ça dans l'assiette, et puis on demande au président, comme tu dis que tu avais un programme pour nous diriger sur 5 ans, voici l'argent que nous mettons à ta disposition. Mais lui, il a vite fait de mettre un budget de souveraineté de 300 milliards.
C'est-à-dire qu'il veut dépenser sans qu'on le contrôle. Parce que les 300 milliards, on ne le contrôle pas. 300 milliards par an, il faut que je précise. Par an. Donc, si lui seul, il prend 300 milliards, dans l'argent qu'on met à sa disposition, à quel moment on va faire les écoles? À quel moment on va faire l'assurance maladie? Depuis la CMU, vous avez vu qu'elle fonctionne de façon fluide? Non. Mais parce que on est obligé de s'endetter. Et si vous remarquez très bien, la dette, si elle est si colossale, c'est parce que quand on emprunte, eux-mêmes, ils se servent. Ils se servent. Et les emprunts ne permettent pas, ne rentrent pas dans ce pourquoi on a emprunté. Je parle, et souvent quand je le dis, on va dire, ah oui, il est en train d'accuser le gouvernement. Moi, je sais au moins que dans l'administration qu'on appelle le FAIR, là, le fonds d'entretien routier, là, le patron de là-bas, là, il a été audité et on nous a dit qu'il a détourné 100 milliards. Il est au Parlement de Côte d'Ivoire là-bas. Ça me suffit pour justifier ce que je dis là. Que l'emprunt, la dette, elle est si colossale parce qu'il y a une bonne partie qui est détournée. Et j'ai été invité récemment à un débat de Bloomfield, cette grande entreprise d'investissement, enfin comment ils appellent, de cotation, de notation de nos États. J'ai été invité là-bas par le PDG qui a invité le gouvernement, qui a invité la société civile, des personnalités et tout. J'ai eu l'honneur d'être invité. Notre dette, c'est-à-dire la corruption dans notre pays, par an, nous perdons 2000 milliards. C'est le rapport 2024 de Bloomfield qui le dit. Les 2000 milliards la rentrent où? Dans la corruption. Mais où sont les corrupteurs? Où sont les corrompus? C'est ça que je suis en train de dire. Donc, chers amis, c'est un travail que nous tous, nous devons faire pour que nos populations connaissent leurs droits et qu'elles sachent que celui qui critique le gouvernement en tant que société civile, ce n'est pas qu'il fait de la politique. Seulement, c'est qu'il demande des comptes à celui qui nous gouverne. Parce qu'en tant que société civile, j'ai un droit de contrôle de la gouvernance de mon pays. Et parce que ce que j'ai étudié dans les droits de l'homme, c'est que quand il y a violation, c'est parce que l'État n'a pas fait son travail. Donc voilà un peu, je suis d'accord avec la question, mais ce n'est pas méconnaissance de nos populations. Et donc, nous devons nous y mettre pour leur rappeler leur mission. Au fond du combat aujourd'hui, c'est donc la vérité, justice donc, et la loi. Cela m'amène à vous poser la question. Vous avez donc parlé donc, d'une liste électorale non définitive et d'une manipulation donc, de la loi. Que voulez-vous dénoncer exactement, docteur? Oui, c'est-à-dire que dans cet entretien, dans cette émission, vous me permettez en fait de revenir sur les éléments qui ont peut-être fâché le pouvoir et pourtant je n'ai rien inventé. De quoi s'agit-il? Le président de la commission électorale, je crois que c'était le 4 juin, mercredi, si ma mémoire ne me fait pas défaut, fait une conférence la veille, donc peut-être le 3, et puis il estime que la liste électorale est définitive. Il s'est même, il s'est même permis d'utiliser tellement d'adjectifs. Elle est définitive, elle est crédible, et voilà, elle est peu. Voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est la liste définitive pour l'élection d'octobre 2025. Et donc, au cours de notre conférence de presse du 9 juin, nous avons rétorqué pour dire que nous, on n'est pas d'accord avec cette liste. Ce n'est pas la définitive, ce n'est pas la dernière. Parce qu'en vertu de l'article 6 du Code électoral, la CEI, Commission électorale indépendante, nous doit une RLE, une révision de la liste électorale pour 2025. Et c'est une aberration. C'est du mépris que de dire, oui, la loi le dit, mais comme la loi n'a pas donné le mois ou la période, je me permettrai de faire cette révision-là après. C'est une insulte. Nous, on te met 27 milliards à disposition dans le budget pour cette élection, pour cette révision de la liste, et vous vous permettez, vous, la CEI, avec son président, de le faire après. Donc pour nous, on n'est pas d'accord avec. La commission électorale nous doit une RLE. Deuxième condition que nous avions évoquée pour qu'on parle de listes prêtes pour l'élection, la deuxième condition, il faut dépoussiérer la liste électorale.
Toute l'opposition et la société civile ont fait des observations concrètes. Des personnes, des mères qui ont 100 enfants, des pères qui ont 500 enfants, des choses comme ça. Et puis, la commission électorale centrale a refusé de prendre toutes ces observations-là. Ce qu'elle a demandé, elle dit, il faut que les gens aillent dans les commissions locales pour aller. Mais c'était impossible de faire cela. Voilà. Et donc, ce n'était pas faisable. En clair, la commission ne voulait pas. Et la dernière chose que nous avons exigée, c'est que toutes les personnalités qui ont été radiées de l'opposition et qui veulent candidater, il faut qu'elles soient remises sur la liste électorale. C'est en ce moment-là et en ce moment-là seulement, que nous pouvons parler de liste électorale définitive. Et donc, pour nous, cette liste-là n'était pas définitive. Donc, voilà un peu ce que nous reprochons à la liste électorale et que nous avons dénoncé. Et nous y tenons. Maintenant, j'avoue aussi que il doit y avoir un autre aspect, puisque le congrès de RHDP, c'est pratiquement ce week-end-là, les 21 et 22. Je crois qu'il y a un autre aspect qui a dû peut-être les fâcher aussi, mais si vous voulez que je le développe, je vous le dirai en 2 mots. Voilà. Oui, allez-y, oui, en 2 mots. En fait, de mon point de vue, et c'est ce que j'ai dit pendant notre conférence de presse, j'ai dit il n'y a que 2 hypothèses. Leur congrès, là, ils vont monter, ils vont descendre. S'ils veulent décider d'une candidature, ils n'ont que 2 hypothèses. La première hypothèse, et je pense que grâce à vous, je vais bien éclairer pour que les gens se soient clairs dans leurs esprits. Il y a 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est que M. Ouattara décide de remplir pour un 4e mandat. Qu'il l'appelle le 2e mandat de la 3e République, c'est la même chose. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Pour un 4e mandat. En ce moment-là, en y allant pour la 4e fois, cette décision-là, parce que tous ces militants, ces partisans l'ont appelé à candidater pour une 4e fois. Moi, je pense que cette décision-là, elle serait la pire des décisions qui pourrait pratiquement embraser notre pays. Mais pourquoi? Mais parce que pendant que lui va remplir pour un 4e mandat, il a rayé ses adversaires de la liste électorale. Ce n'est pas jouable. Et ça pourrait énerver davantage les gens. Cher ami Jacques Roger, je suis un intellectuel, je sais analyser et j'ai la liberté de mon analyse. On ne peut pas m'interdire de faire cette analyse. Au contraire, si j'avais un bon dirigeant, il aurait pu prendre même mes analyses et puis essayer de se préparer. C'est ce que font les Occidentaux. Vous voyez, vos confrères de BFM et tout ça, ils reçoivent chaque fois des spécialistes qui font des analyses. Et les gouvernants ils puisent dans ces analyses-là pour bien gouverner. Surtout que les analyses sont de divers intellectuels, de divers cadres, de divers spécialistes. Dans mon pays, quand vous analysez, on veut vous abattre. Parce que vous analysez trop, vous réfléchissez trop. Mais ce n'est pas ma faute. Je suis allé à l'école. Si vous ne voulez pas réfléchir, mais vous ne gouvernez pas des animaux. Donc moi, je réfléchis. Première hypothèse. C'est pour ça que devant cette hypothèse qui peut être chaotique, j'ai toujours proposé au président de se retirer pour calmer le jeu. Mais la deuxième hypothèse, celle-là aussi, je l'ai abordée. Et j'ai dit pendant la conférence de presse, et nous avons dit, parce que je n'étais pas seul, j'étais avec M. Ibrahim Yao Réni, qui est le PCA de la PEXI, la plateforme pour l'engagement citoyen. C'est ensemble qu'on a conçu toutes ces analyses-là, on a beaucoup réfléchi. La deuxième hypothèse, c'est que M. Ouattara, je pense que c'est la plus plausible, il nous annonce ce week-end-là qu'il ne se présentera pas. Et pourquoi je le dis? Parce que chaque fois que les chancelleries le reçoivent, il reçoit des personnalités. Il dit non, je vous garantis que l'élection sera calme et tout. Parce que dans son entendement, dès l'instant où il se retire, la paix serait revenue. Et moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, je dis non. Pour que la paix soit garantie, il faut que la commission électorale soit réformée, soit reconstituée. Et que la liste électorale soit dépoussiérée de toutes les imperfections qu'elle comporte. Et qu'enfin, même si M. Ouattara n'est pas candidat et qu'il se retirait, il faut que les autres, c'est pas parce que lui se retire que M. Tidiane Thiam va manquer à la liste électorale. Et c'est à cause de M. Tidiane Thiam que vous ne voulez pas faire la RLE. On a bien compris. Or, la RLE, là, c'est la loi qui l'exige. Donc, ce n'est pas une affaire de monsieur. Quand vous aimez M. Tidiane Thiam, vous voulez le piéger ou ne pas le piéger, nous, on s'en fout de cela. Donnez aux Ivoiriens ce que vous leur devez sur la base de la loi. Donc, voilà ce que j'ai dit. Donc, la deuxième hypothèse est peut-être un piège
pour beaucoup d'Ivoiriens qui vont dire, ah oui, mais si M. Ouattara s'est retiré, bon, mais c'est que vraiment arrêter tous les combats, et puis voilà, non, 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 c'est faux. M. Ouattara peut se retirer, mais la liste électorale peut être bien goupillée pour que son candidat gagne l'élection haut les mains. Nous, on ne peut pas accepter cela. Quand on dit qu'on est majoritaire et la majorité écrasante et qu'on est suprématiste, oui, suprématiste, il faut savoir que en face, vous devez ouvrir le jeu pour qu'on voit votre suprématie. Il faut qu'on voit votre suprématie. Mais vous ne pouvez pas piper l'élection, verrouiller l'élection, et puis dire on est les plus forts. Et puis chaque fois, je les entends dire, oui, M. Tidiane Thiam n'a qu'à apprendre à lui-même et tout ça. Non, M. Tidiane Thiam a fait ses calculs. C'est un économiste, c'est un financier, il calcule. Dans ses calculs, il n'est pas forclos. Parce qu'il y a une RLE qui est prévue. Il a le droit, dès l'instant où il a déposé sa nationalité française, de décider du moment. Pourquoi voudriez-vous qu'il l'eût fait depuis 2 ans? Pourquoi? On dit oui, si tu veux devenir président, tu te prépares. Où est le décret qui le dit? On vous dit que vous avez une RLE à faire. Vous faites la RLE aujourd'hui, M. Tidiane Thiam est en bonne et due forme sur la liste électorale. Et c'est à cause de lui que vous ne voulez pas faire la RLE. Vous trichez. Vous trichez en fait. Si je comprends parfaitement, docteur Bogasako, l'esprit aujourd'hui, l'attitude aujourd'hui de la CEI viole réellement l'esprit de la démocratie, n'est-ce pas? Et en quoi? En ce que la CEI est phagocytée par le pouvoir. Le président de la CEI et la majorité des membres de la commission électorale sont des éléments, des pions du pouvoir. Elle fait le jeu. Même la société civile qui se trouve à la CEI, elle a été choisie comment? Elle a été choisie voilà, sur la base du client. C'est le pouvoir qui a choisi des éléments, des personnalités qui lui sont favorables. Donc la CEI, là, elle ne joue pas franc jeu, elle n'est pas indépendante. Elle est phagocytée par le pouvoir. Elle est contrôlée par le pouvoir. Et c'est d'ailleurs même, c'est carrément le pouvoir même qui envoie le président de la CEI parce il en fait plus que son pouvoir réel. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait clair pour nous que l'élection est pipée, l'élection est bloquée parce que la CEI fait le lit du pouvoir. La CEI travaille pour le pouvoir. La CEI est de connivence avec le pouvoir. Je l'ai dit et je l'assume. Et j'ai dit. Voilà. Vous avez tout à l'heure évoqué donc l'exclusion politique ciblée de M. Tidiane Thiam. Est-ce, si vous voulez, disons, le symptôme, si vous voulez, d'un refus d'alternance ou d'un pouvoir donc aux abois, selon vous? Oui, tout y est. Tout y est. Parce que et là, en fait, c'est une analyse que je fais. Dans une analyse, vous mettez plusieurs pistes. Moi, je pense qu'ils ne sont pas vraiment majoritaires. Je crois qu'ils ne sont pas vraiment majoritaires. Il faut qu'une liste électorale leur soit favorable. Sinon, ils vont perdre dès le premier tour même. D'ailleurs, même les analystes des élections en Côte d'Ivoire savent très bien qu'on a trois grandes forces. On a trois grandes forces. Il y a une force qui est attachée à M. Ouattara. Il y a une force qui a toujours été attachée au président du PDCI, peu importe le président, parce que c'est le plus vieux parti. Donc, il y a une assise ancrée nationalement voilà, dans le pays. Et puis, il y a une troisième force qui est attachée à Laurent Gbagbo. C'est vrai, maintenant, là, elle s'est effritée avec des choses, mais c'est toujours l'esprit de Laurent Gbagbo. Parce qu'ils ont tous travaillé ensemble avant de se dépiécer aujourd'hui. Donc, voici les trois forces. Et selon les Occidentaux, quand ils ont dit en 2010 que M. Gbagbo avait perdu l'élection, c'est parce que simplement, il y avait deux forces qui étaient jumelées, qui s'étaient mises ensemble. La force de Bédier et la force de Ouattara. Pour eux, dans le calcul très facile, Gbagbo est perdant. Très facile. Ce qui était encore à vérifier. Mais voilà comment ils font l'analyse. Aujourd'hui, là, Ouattara peut battre qui? Il peut battre le PDCI, il peut battre Gbagbo. La politique, ce n'est pas que j'ai un bastion, il est acquis à ma cause, parce que j'ai un maire ici, j'ai un député ici. La politique, elle est dynamique. Et l'opinion, c'est pour ça que les Européens font les sondages. L'opinion, là, elle n'est valable qu'à l'instant T, où elle a été prélevée. Le sondage n'est valable qu'à un instant T, mais il n'est pas permanent. Il y a un événement national qui peut bouleverser un sondage. Au stade où nous sommes aujourd'hui, je ne crois pas qu'un sondage donnerait M. Ouattara vainqueur à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Sauf si il y a la liste électorale. Sauf si il y a une CEI qui sait sur quoi elle compte.
pour piper le jeu électoral. Moi, je veux une élection objective, une élection transparente dans mon pays. Mhm. Et je crois que, d'ailleurs, cher ami Jacques Roger, si Dieu m'a vite sauvé, m'a amené ici, c'est pour dire ça au monde entier. Mais je vais le faire. Et ce travail-là, c'est pour ça que je suis venu ici. Je crois que c'est pour cette mission-là que je suis venu ici. Mhm. Mhm. Mais, docteur Bogasako, alors, je vais prendre tout mon calme pour vous poser donc cette question. Qu'est-ce que ça vous fait de voir aujourd'hui des Ivoiriens, mais enfants d'immigrés, qui ont cautionné donc la prise donc des armes pour imposer la candidature de M. Ouattara? Et aujourd'hui, parler d'exclusion d'un autre Ivoirien, né de parents ivoiriens, et dit qu'il n'est pas ivoirien. Qu'est-ce que ça vous fait, docteur Boga, tout en sachant que nous avons passé pratiquement pendant 2 décennies avec ces milliers de morts et qu'on se retrouve encore à la case de départ? Je crois que je vous avais donné mon avis personnel sur ce que j'ai ressenti dans cet avion qui m'a mené ici. Parce que c'est de la douleur. Je ressens de la douleur. Je ressens de la douleur, j'ai très mal. Vous voyez? Non, nous ne devions pas regretter d'être hospitaliers, mais on doit souffrir de ce que ceux à qui nous avons ouvert nos frontières, à qui on a tout donné, dans mon pays, il n'y a pas. C'est l'un des rares pays dans la sous-région et même dans l'Afrique où on ne t'empêche pas d'acheter une terre, d'acquérir une terre, d'acquérir, de faire ton business. Dans les autres pays, là, maintenant qu'on a voyagé à cause de la crise, les crises dans notre pays, on a vu qu'il y a des pays où même quand tu veux ouvrir une officine, il faut que ce soit un national qui soit devant. Sinon, ça ne peut pas passer. On est l'un des rares pays. Et c'est pour ça que notre pays est béni. Mais la jeune génération que nous constituons, avec ce que nous avons souffert dans ces crises où on est pourchassé par ceux qu'on a accueillis, ça nous ouvre les yeux. Ne soyons pas idiots. Et ça, c'est une mauvaise leçon qu'ils nous donnent, mais à un moment donné, on est obligé de tenir compte de la réalité. J'ai eu l'occasion à Paris, à quelques mois de mon retour d'exil, d'échanger avec Guillaume Soro. Il avait fait sa conférence de presse où il avait dit que l'élection n'allait pas se dérouler puisque nous tous, on était ensemble contre le troisième mandat. Ce jour-là, j'avais été mandaté par EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, cette coalition que nous avions créée pour la libération du président Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Et dans cette coalition, j'étais le 5e vice-président chargé de la démocratie et des droits de l'homme. Je ne vous apprends rien, vous connaissez l'histoire. J'ai été donc mandaté pour représenter EDS à la conférence de presse de M. Guillaume Soro à Paris. Et quand il sortait, il s'est aperçu que j'étais là. Et il a souhaité me rencontrer. La rencontre a eu lieu le 19 septembre 2020, le 20 septembre 2020, parce qu'on s'est rencontrés et puis il a souhaité que le lendemain, nous prenions un dîner. Nous étions 4, la ministre Afoussiata Bamba, la mine, et M. Anaki, comment il s'appelle? Abel Naki, mon ami Abel Naki, et Guillaume Soro et moi. Je crois que le frère Guillaume Soro est toujours dans le regret d'avoir sacrifié sa vie, d'avoir sacrifié la vie de jeunes Ivoiriens en prenant les armes pour que M. Ouattara advienne au pouvoir. Je le dis parce qu'il me l'a dit. Qu'il m'excuse. Mais c'est à dire, il faut le dire. La preuve, Guillaume Soro est dans un repenti. Il a demandé pardon aux Ivoiriens. Moi-même, quand il m'a rencontré, il a encore réitéré ce pardon-là. Parce que moi, j'étais en exil à cause de Guillaume Soro. Donc, je veux dire qu'on a fait notre réconciliation. Mais la question que vous posez là, c'est à Guillaume Soro que vous êtes en train de la poser. C'est à tous ses fils qui ont pris les armes en espérant que M. Ouattara était le grand démocrate venu du FMI pour apporter la démocratie en Côte d'Ivoire, la démocratie à laquelle il ne croyait pas, ces frères-là, puisque la question des boubous et tout ça était sur la table, l'ivoirité a été instrumentalisée et tout cela. Mais aujourd'hui, ils sont tous dans le regret. Sur les réseaux sociaux, dans les différents panels, ce sont ceux-mêmes qui ont pris les armes hier qui aujourd'hui déchantent et qui veulent encore même venir. Et moi, je leur déconseille toujours
Je le leur déconseille toujours parce qu'on a souffert des armes, on ne veut plus voir les armes dans notre pays. Mais puisque vous me posez la question, pour le peu que j'ai eu un échange avec Guillaume Soro qui a duré 4 heures, ce 20 septembre 2020, je peux vous dire qu'il est dans le regret. Parce qu'ils y ont cru. Et il n'est pas le seul. Avant Guillaume Soro, le président Gbagbo lui-même, n'avait-il pas fait une alliance avec le RDR à l'époque? Le RDR de Johnny Kobena, mais Johnny Kobena, mais c'était pratiquement le RDR de Ouattara. Le président Gbagbo, tous ces gens-là ont été bernés. Même aujourd'hui, paix à son âme, le président Bédier, qui a sacrifié même sa candidature, qui a sacrifié même son parti pour le mettre à la disposition de M. Ouattara, pour faire de lui président. Comment a-t-il été récompensé? N'ont-ils pas mis un blocus devant la maison de Bédier, tentant de l'humilier, tentant de le tuer? Donc, qui ne va pas regretter d'avoir sacrifié sa vie, d'avoir pris les armes pour que ce monsieur advienne au pouvoir? Et c'est lui qui nous chasse. Et c'est lui qui règne au nom de la liste électorale. Et c'est lui qui dit qu'on n'a même plus le droit de candidater. Parce que c'est lui qui décide. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Et c'est pourquoi je bénis Dieu d'être ici, pour le dire au monde entier. Et je dis. Selon vous, aujourd'hui, la société civile a-t-elle encore une marge d'action ou est-elle encore écoutée ou, selon vous, un peu instrumentalisée? Non, laissez la question de l'instrumentalisation de la société civile. Parce qu'aujourd'hui, M. Ouattara a pris une loi. D'abord, c'était une ordonnance. La fameuse ordonnance du 12 juin 2024, qui pratiquement muselle la société civile. Il a dit, à travers cette loi-là, que la société, si vous êtes société civile, vous ne devez plus vous concerter avec les partis politiques. Alors que dans aucun pays du monde, cela n'est possible. Je suis aux États-Unis, vous allez en France, vous allez en Belgique, allez au Canada. La société civile, ce qui la caractérise, c'est qu'elle est libre. Elle est libre de faire alliance avec quiconque, pourvu que vous ayez les mêmes objets. Je l'ai vu au Burkina Faso avec Balai Citoyen. Tous ceux-là se sont tous ensemble avec les partis politiques qui ont fait partie Blaise Compaoré. On l'a vu aussi au Sénégal, contre Abdoulaye Wade, où ils ont créé le M23 pour contre Abdoulaye Wade. Donc, ça a été une aberration, mais c'est pour museler la société civile. Donc, la société civile, aujourd'hui, elle est obligée, mais si elle va venir en exil comme je suis venu en exil, elle est traquée. Donc, je ne pense pas qu'elle soit instrumentalisée ou à la... Écoutez, la question de l'indépendance de chaque intellectuel dépend de lui-même. Sinon, vous pouvez être... Il y a des partis politiques de l'opposition qui, la nuit, sont visités par le pouvoir et qui très facilement rendent le gouvernement du pouvoir. Donc, ce n'est pas seulement la société civile. Tous les hauts cadres, tous les intellectuels, toutes les personnes qui peuvent critiquer, il y en a qui peuvent se laisser acheter. Moi, je ne suis pas à vendre. La FIDOP n'est pas à vendre. Nous faisons notre travail en âme et conscience. Nous voulons la justice, la vérité. Vous voulez aller à une élection, mettez 4 sur table et que le meilleur gagne. Et donc, pour conclure sur cette question-là, je vais vous dire que nous sommes à l'heure où il faut que toutes les forces de l'opposition se mettent ensemble. C'est pour cela qu'aujourd'hui, au moment où nous faisons cette émission, le parti du président Gbagbo s'est allié au parti de Tidiane Thiam pour signer un accord, un protocole d'accord, et pour en même temps rentrer dans le mouvement trop c'est trop. Voilà. Donc, il y a des causes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit même pas de s'unir forcément pour avoir un candidat unique. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais quand il y a des causes qu'il faut que vous vous retrouvez, mais mettez-vous ensemble. Qui va mener le combat pour que vous ayez tous candidats? C'est Dr Boga qui va mener ce combat-là, alors que vous-même, vous êtes concerné. Vous devez vous mobiliser aussi. Donc, c'est le moment que toutes les forces de vérité et de justice se lèvent pour que l'élection soit transparente. Parce qu'il s'agit de lire notre président de la République. C'est ça. Voilà. Alors, parlons maintenant du silence de la responsabilité collective. Je pense que vous aviez dit que le silence des gens bien tue la démocratie. À qui, disons, s'adresse, si vous voulez, ce message? Oui, le silence, parce que dans notre pays, c'est vrai que le peuple a été traumatisé. Les Ivoiriens ont été traumatisés. On n'a jamais connu 3000 morts. Regardez ce qui s'est passé en 2010, cher ami. C'est-à-dire que ça va rester dans notre conscience à vie. Quand vous regardez les images, mais vous frémissez. C'est comme si c'était hier.
Donc les Ivoiriens sont traumatisés. Mais est-ce que c'est parce qu'on est traumatisé par ce qui s'est passé en 2010 qu'on va maintenant croiser les bras et puis quelqu'un va s'éterniser au pouvoir en pipant le jeu électoral, en écartant les candidats potentiels? Le moment n'est-il pas venu pour que nous puissions clarifier cette affaire-là et que la Constitution prévoit 2 mandats constitutionnels et que le monsieur en a fait 3 et que le quatrième, il ne doit pas exister, le quatrième mandat? Voilà, cher ami. Donc c'est vrai que le silence dont on parle, c'est parce que le peuple est traumatisé. Mais moi, je dis au peuple, si nous voulons être traumatisés, mais nous allons être gouvernés par des gens qui viennent se sucrer sur le dos des Ivoiriens, qui s'embourgeoisent sur notre dos, qui pillent notre argent. Quand on demande de faire les routes, c'est bien beau de dire on a fait des routes, mais vous savez ce qu'on a perdu comme corruption dans les routes? Un jour, on fera l'audit de toutes ces routes qui ont été construites. Un jour, on fera l'audit pour voir combien de milliards sont allés dans les poches de ceux qui étaient chargés de faire les routes. Et je prie Dieu d'être vivant pour participer à cet audit-là. Parce que les gens croient qu'on ne les voit pas. Ils croient qu'on ne les voit pas. On les voit. Comment ils sont tous devenus milliardaires? Et c'est à cause de ça justement qu'ils ne veulent pas partir. Vous et moi, on les a entendus dire, ah, si jamais on perd le pouvoir, on va aller en exil. On vous emmènera pas en exil. Nous, on est trop ivoiriens. On est trop hospitaliers. Vous resterez dans le pays, mais on va faire le point ensemble. Les 15 ans de gouvernance, là, on va faire le point. Et ce point sera fait. Et j'ai dit. Les 15 ans, vous voulez dire. Alors, Oui, tout à fait. voilà, vous avez été très critique dans le temps, hein, en parlant de la société civile, de la communauté internationale, docteur Boga. Selon vous, que peut faire encore la communauté internationale face à cette dérive ivoirienne? Vous me donnez là l'occasion de me féliciter et de féliciter mes partenaires de la PEXI, avec qui la FIDOP a travaillé. On a fait du bon boulot. Cher ami, vous avez remarqué, et vous continuez de remarquer le balai des institutions internationales qui passent, qui viennent de temps en temps à Abidjan. Vous le voyez au moins, est-ce que vous ne le voyez pas? Voilà. L'ONU a déjà envoyé quelqu'un. L'Union africaine vient d'envoyer quelqu'un. La CEDEAO a envoyé quelqu'un. L'Union européenne s'est déplacée même à un haut niveau. Le numéro 2 de l'Union européenne était encore à Abidjan. C'est ça le travail de la société civile. Nous les alertons parce que qu'est-ce qu'on leur a dit? Chers amis, nous avons écrit. Quand nous avons regardé comment l'Union européenne fonctionne à Abidjan, on a été un peu dubitatif. Et on s'est permis même de douter de l'objectivité de la représentante de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Donc nous avons écrit à Bruxelles. Nous avons saisi Bruxelles. Et c'est après notre saisine de Bruxelles même que le président Tidjane Thiam, dans ses tournées mondiales, est même passé. Je précise que nous avons déjà saisi. Et après, il est allé. Parce qu'il faut que les gens comprennent très bien notre rôle. Et on a saisi aussi l'ONU. Avant que le président Tidjane Thiam n'aille à l'ONU aussi pour déposer sa plainte au Conseil des droits de l'homme. C'est ce travail-là que nous faisons. Nous avons alerté la communauté internationale. Pourquoi? Mais cette communauté internationale-là, mais c'est elle qui a fait de M. Ouattara président. Attendez, c'est vrai qu'il y a eu la rébellion qui a fait le job. Mais au plan international, attendez, le président Gbagbo se disait encore en fonction quand tous les diplomates à l'extérieur étaient remplacés avec l'accord des différents pays à l'extérieur. C'est la communauté internationale qui a fait ce travail. Quand ils étaient à l'hôtel du Golfe, mais c'est la communauté internationale qui leur a donné. On disait même que l'hôtel du Golfe était le plus petit pays au monde dans le pays, appelé Côte d'Ivoire. Donc, ce que nous avons dit à la communauté internationale, vous vous êtes battus pour que M. Ouattara soit candidat. C'est la communauté internationale qui a bousculé pour qu'on ait Pretoria, pour que M. Ouattara soit candidat. Donc, cette communauté internationale-là, qui s'est investie pour l'élection de 2010, pour que M. Ouattara vienne au pouvoir, là, qu'il a pratiquement installé, il faut que la même communauté internationale là, vienne nous aider. Surtout que M. Ouattara a changé à 360 degrés. Quand une décision est rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il dit que non, son pays est souverain. M. Ouattara est devenu souverainiste. En 2010, c'était M. Gbagbo qui était le souverainiste. C'était lui qui était le nationaliste. C'était lui qui était le populiste. Voici que le grand internationaliste qui est venu du FMI
devant une décision de la Cour africaine, lui ordonnant, lui enjoignant de remettre M. Guillaume Soro et de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ah non, 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 mon pays est souverain, cette décision, on ne va pas l'appliquer. Mieux, on va sortir même de la Cour africaine des droits de l'homme en ce qui concerne la possibilité de la saisie par les ONG, par les individus. Voilà qu'il recule. Il recule maintenant sur ses principes. Il recule, il fait reculer la Côte d'Ivoire du point de vue de la communauté internationale, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire qui était en train de rentrer dans les instances internationales au niveau de la démocratie, au niveau des droits de l'homme, au niveau de la justice, on a fait un recul. Voilà ce que M. Ouattara est devenu. Et donc nous pensons que la communauté internationale qui l'a soutenu pour l'installer, pour l'imposer comme président, la même communauté internationale doit venir pour constater les dégâts, le manque de démocratie, le manque de transparence dans l'élection, le manque de liberté, le non-respect des droits de l'homme. La communauté internationale doit revenir pour terminer ce travail-là. C'est pour ça que nous avons saisi la communauté internationale. Et puis souvent, j'ai des amis qui sont panafricanistes qui disent oui, mais comment la communauté internationale? Non, non, non. Elle l'a fait. C'est à elle de venir pour terminer ce qu'elle a commencé. Voilà. Parlons de vous maintenant, docteur Bougassako. Que répondez-vous à ceux qui espèrent encore vous voir à Divo, actif maintenant les élections législatives? Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que vous y pensez? D'abord, je suis un fils de Divo. Écoutez, si je peux servir mon pays à un niveau national, c'est que je peux aussi servir ma région. Il y a des cadres. Hein. Je suis membre on a une grande association qu'on appelle l'Union des cadres du Grand Divo, c'est-à-dire les 6 départements Divo, Lakota, Guitry, Fresco, Grand Laou, et puis, j'oublie le 6e. Je compte, mais je ne suis pas obsédé. Moi, écoutez, tout le monde veut candidater. Mais tant que vous n'avez pas un appareil électoral crédible, tant que vous n'avez pas les conditions réunies, vous allez à quelle élection même? Vous allez à quelle élection? Avec tout le respect que j'ai pour M. Amédée Kwaku, qui est le président régional de chez moi, le conseil régional, avec tout le respect que j'ai pour le maire, mais vous voyez un peu, on est quand même à Divo. Divo, c'est chez les Dida. Mais tant que vous n'êtes pas RHDP, vous n'allez pas gagner une élection là-bas. Parce qu'ils ont leur stratégie. C'est eux seuls qui connaissent les secrets pour gagner les élections. Voilà. Je fais au passage un clin d'œil à mon frère, le notaire Zéouri, qui a été combien de fois candidat, plus d'une fois. Mais c'est difficile de gagner une élection. Pour répondre à votre question, s'agissant des législatives à Divo et tout ça, cher ami, j'ai des compétences comme tous mes frères de l'Union des cadres du Grand Divo, on est nombreux. Voilà. Donc, on a des compétences, on a des valeurs. Mais moi, mon combat, c'est de faire en sorte que l'appareil électoral, le système électoral soit équitable, soit ouvert, pour que chaque fils de chaque pays et de chaque région de la Côte d'Ivoire qui veut candidater puisse candidater librement. J'ai l'impression que tant que toutes ces questions ne sont pas réglées, vous ne pouvez pas gagner une élection objectivement. Voilà. J'évoquerai le cas de mon frère Bertin Zéouri, maître Bertin Zéouri, qui chaque fois se bat, mais qui ne peut pas gagner. Parce que justement, si les listes électorales sont pipées d'avance, que le jeu est déjà pipé, c'est quand même compliqué pour le citoyen lambda de gagner une élection. Donc, je salue au passage le président du conseil régional de chez moi, M. Amédée Kwaku, qui est un bon RHDP, de même que le maire. Mais je précise que Divo, c'est quand même chez moi, quand même. Nous sommes des Dida. Donc, c'est quand même bien lorsqu'un Dida, fils de la région, est élu. Je ne suis pas xénophobe, loin s'en faut, je suis un défenseur des droits de l'homme. Et c'est moi-même qui dis à qui veut l'entendre que tant que je suis sur les 322 600 km², je suis chez moi, en Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas encore vu des fils du Sud aller être des maires, des députés dans le Nord. D'accord. Et j'ai dit. Alors, quel message adressez-vous donc à la jeunesse ivoirienne aujourd'hui, privée donc de sa voix donc, sur la liste électorale? Oui, c'est pour eux que je me bats.
C'est pour cette jeunesse-là que je me bats. Je me dis, entre la dernière révision de la liste électorale jusqu'à la prochaine que nous entendons en 2025, ils sont encore des milliers de jeunes qui aimeraient être sur la liste électorale. Et la loi leur donne droit. Priver ces jeunes-là de l'élection, ce n'est pas juste. Et en tant qu'enseignant d'université, je le dis souvent à mes étudiants, quand vous étudiez là, que vous soyez en lettres, que vous soyez en droit, que vous soyez dans n'importe quelle discipline, il faut vous intéresser à la politique. Parce que si vous ne le faites pas, ce sont des gens qui n'ont pas étudié qui viendront vous gouverner la cité. Or, je pense qu'en ayant fait du droit, en ayant étudié les droits de l'homme, en ayant fait du droit international, en ayant fait du droit privé, vous avez les aptitudes pour diriger la cité. Mais si vous ne le faites pas, ce sont ceux qui n'ont pas étudié ce que c'est que les droits de l'homme, ce que c'est que la démocratie qui viendront vous gouverner. Donc je veux dire à la jeunesse, c'est vrai qu'en Afrique, la politique fait peur, parce qu'elle est violente, parce qu'elle est meurtrière. Mais ce n'est pas la démocratie qui est meurtrière. Ce sont certains faux démocrates qui introduisent la violence dans la démocratie. Sinon, la démocratie, elle est très belle. C'est une question de, de, de dialectique. Jacques Roger a ses idées. Il dit, voici comment la société peut évoluer. Docteur Bouga a son plan. Les deux, vous les présentez à la population et la population choisit. Celui qui a gagné dirige. Celui qui a perdu reste dans l'opposition, mais il contribue. La démocratie a 11 piliers. Et même celui qui a perdu l'élection, sa voix doit compter. C'est pas parce que j'ai perdu l'élection qu'on donne l'oreille. En Afrique, quand vous avez perdu l'élection, on dit taisez-vous. Pour que celui qui a gagné gouverne. C'est faux. On dit que la démocratie, c'est la loi de la majorité en respectant l'existence, les propositions, les contributions de la minorité. C'est ce que ça veut dire, la démocratie. Donc, on ne gouverne jamais seul. Regardez en France, il y a des fois où Macron appelle les opposants, les Marine Le Pen, venez que nous parlions parce que le pays a un carrefour. C'est comme ça qu'on fonctionne dans la démocratie. Mais en Afrique, quand on a gagné là, vous là, taisez-vous. On vous met là-bas, dans la poubelle. Et puis, on fait n'importe quoi avec le pays. Non, 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 non. Je suis désolé. Quelles sont donc, si vous voulez, les prochaines étapes pour vous, hein? Continuerez-vous à parler malgré l'exil? On parle de plusieurs réunions, manifestations, conférences de presse, peut-être la semaine prochaine, grande conférence de presse. Mon cher Jacques Roger, ce que vous me faites faire aujourd'hui, ça veut déjà répondre, ça répond clairement à la question que vous posez. Je ne suis pas venu pour me taire. Si le divin m'a sauvé, c'est pour que je puisse parler, pour que l'élection se passe bien dans mon pays et que on ne tue personne et que aucun Ivoirien ne perde la vie à cause d'une élection. Si j'ai failli à cette mission, c'est que le divin a eu tort de me sauver la vie. Donc, je parlerai plus fort pour dire à ceux qui voulaient me tuer, ceux qui voulaient me museler, que Dieu n'a pas voulu, parce que la vérité doit triompher. Cette élection-là, tous les fils de la Côte d'Ivoire seront sur la liste électorale et les Ivoiriens choisiront. Et le meilleur sera élu, avec une liste électorale dépoussiérée et avec une CEI crédible. Et j'ai dit, et d'ailleurs, comme ce week-end, ils vont se retrouver en congrès pour désigner les différents responsables, je voudrais, par votre voix, me mettre à la disposition de toute la diaspora ivoirienne, africaine, basée aux États-Unis, me mettre à votre disposition pour venir décortiquer, présenter aux Ivoiriens les enjeux de l'élection qui est en train de se dérouler. C'est une élection déterminante pour notre pays. J'ai l'impression que si nous ratons ce cap, notre pays peut basculer plus gravement que par le passé. C'est ce que M. Joël Nguessan a dit. Vous me permettez de penser à lui, parce que je suis défenseur des droits de l'homme. Au-delà même de mon propre cas, je pense à M. Joël Nguessan, qui était le porte-parole du RHDP et qui aujourd'hui se trouve dans les geôles du RHDP. Simplement parce qu'il a dit, je suis RHDP, mais je pense que l'exclusion est dangereuse et que ce n'est pas une bonne chose. La question de outrage à magistrat, ça c'est des prétextes. Écoutez les chaînes, sur les chaînes européennes, un magistrat, on peut le critiquer. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, ils ont pris des dispositions pour ne même pas qu'on discute. Mais le magistrat n'est pas Dieu. Il peut se tromper aussi. Et si notre pays
connaît des crises post-électorales et que tous les ténors de l'opposition sont raillés, mais j'ai le droit de dire, est-ce que ce n'est pas parce que la justice est instrumentalisée par le pouvoir Ouattara? Je réfléchis. Mais ne nous interdisez pas de réfléchir. Donc, je pense à Joël Nguessan et j'appelle à sa libération parce qu'il n'a tué personne. Il y a des gens qui ont tué et qui circulent dans le pays. Joël Nguessan, là, c'est un intellectuel. Il a été ministre des droits de l'homme. En tant que défenseur des droits de l'homme, j'appelle à sa libération. Et j'ai dit, donc, je suis disposé, je pense que s'ils ont ce week-end-là, leur congrès, le week-end qui suit, nous devrions nous retrouver en tant qu'Ivoiriens pour parler des enjeux. Maintenant qu'ils ont fait peut-être leur choix de candidat et tout cela. Voilà ce que je pense. Je suis vraiment venu pour jouer ma partition. C'est pour ça que Dieu m'a sauvé, pour venir me joindre à vous. Je suis à votre disposition. Voilà, nous allons essayer de faire tout ce que nous pouvons pour créer cette conférence de presse, mais la rencontre avec la diaspora se tienne le week-end prochain. Merci. Pour conclure, docteur Boga Sako, le combat pour la démocratie ne se mène pas toujours donc dans les palais. Parfois, il se mène depuis donc les îles, dans la vérité. Merci beaucoup, docteur Boga, et surtout votre mot d'espoir pour cette jeunesse africaine qui vous écoute en général, et surtout les Ivoiriens. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai de l'espoir puisque je suis vivant. Que quand vous êtes ressuscité, quand vous êtes vivant, mais vous ne pouvez qu'avoir de l'espoir. J'ai beaucoup d'espoir. Moi, je sais que notre pays, là, il sera magnifique à vivre, mais en toute liberté. Ce que nous avons reproché à M. Ouattara, c'est le verrouillage des libertés. Un pays où on ne critique pas. Moi, je veux un pays où j'ai le droit de penser, différemment de celui même qui me dirige. Est-ce que vous voyez, depuis que je me suis assis ici, j'ai insulté quelqu'un? J'ai insulté M. Ouattara? Non. Je suis responsable. Je ne fais que mettre des analyses. Je ne fais que réfléchir. Je ne fais que parler avec respect en m'appuyant sur les textes, la Constitution, le code électoral. Donc, cher ami, j'ai beaucoup d'espoir. Je sais que dans l'élection de 2025, là, un fils digne de la Côte d'Ivoire sera élu par les Ivoiriens et il dirigera notre pays. Et nous serons heureux. C'est ça que je veux. Et puis surtout, il faut que ceux qui vont être élus fassent profiter les richesses de la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, sans exclure l'étranger. Mais il faut que l'Ivoirien profite de son pays. C'est le patriote qui parle. C'est le patriote qui a parlé. Et donc, merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Je disais, avant de vous laisser partir, Dr Boga Sako, vous avez parlé tout à l'heure de la rencontre capitale entre les leaders du PPACI et puis ceux du PDCI-LDA. En quoi cette rencontre est-elle, disons, un tournant décisif, voilà, pour la suite donc, du combat de Non, l'opposition? absolument. Absolument. Ce sont les deux forces de l'opposition. Ce sont les deux grandes forces. C'est vrai que je respecte le MGC de Mme Gbagbo, je respecte le COGEP de Charles Blé Goudé, je respecte tous les autres partis pour le FPI de M. Afin Guessan. Mais les deux grandes forces de l'opposition, c'est le président Laurent Gbagbo, c'est le PDCI. Si ces deux forces-là se mettent ensemble, alors, et c'est très intéressant, en vous laissant, je pourrais vous servir cette petite analyse. On aurait aimé que le président Gbagbo se mette avec tout le monde. Mais vous savez qu'il y a des petites querelles de personnes avec son ex-épouse, avec son fils putatif, Blé Goudé. Et en même temps, on est dans le feu de l'action. Et ce qui est intéressant, c'est que M. Tidiane Thiam, président du PDCI, a réussi à mettre d'un côté toutes ces personnes-là avec lui dans le Cap Côte d'Ivoire. Et donc, comme lui, il n'a pas de problème avec M. Gbagbo, les deux, en signant finalement cet accord-là de partenariat, mais si vous lisez très bien entre les lignes, toute l'opposition est donc réunie. Toute l'opposition est donc réconciliée. Puisque dans Cap Côte d'Ivoire, il y a Afin Guessan qui a maille à partie avec Gbagbo, il y a Blé Goudé qui a maille à partie avec Gbagbo, il y a Simone qui a maille à partie avec Gbagbo. Mais Tidiane Thiam est le président, est le coordonnateur de ces caps-là. Et en même temps, il est avec M. Gbagbo.
Mais donc, M. Tidiane Thiam sera la courroie, le ciment de toute l'opposition. En fait, je fais cette analyse-là pour les uns qui pensent que le PDCI étant allé signer avec le PPACI, c'est un peu comme s'il abandonnait les autres. Il faut faire cette lecture-là. Elle est trop petite. Il faut voir. Voilà. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'une opposition sans Laurent Gbagbo? Et puis, qu'est-ce que le parti du président Laurent Gbagbo sans le PDCI? Donc, vous voyez que cet accord-là a tout son sens. C'est M. Ouattara, c'est le RHDP qui va souffrir. Et je dis. Il a plus de 1000 tours dans son sac. On verra. Wait and see. Merci beaucoup, docteur Boga. Et surtout, portez-vous bien. Et tout ça, Merci. n'oubliez pas, la semaine prochaine, nous allons Et tous avoir donc une grande conférence de presse ou bien une grande rencontre de docteur Boga Sako et la diaspora. Merci beaucoup et au revoir. c'est moi. Merci beaucoup.